Bonjour. Il y a des cadeaux qui tombent du ciel comme ce roman. Je vous en ai parlé en 2007, donc est sorti Les enfants d'Elisabeth, sur l'histoire de la maternité d'Elne et sur sa créatrice, donc Elisabeth Heinenbetz. En 2009, donc 2 ans après, la Croix-Rouge internationale a organisé une exposition à Genève, où je me suis rendue avec tout un groupe de personnes d'ici, d'Elne, des enfants de la maternité, etc. Et c'est d'ailleurs la dernière fois où j'ai vu Elisabeth en vie. Ça a été un moment très très émouvant, notamment quand le responsable de la Croix-Rouge lui a dit « Merci d'avoir désobéi ». Rien que d'en parler, j'ai encore le nœud à la gorge. Et donc avec nous, il y avait François Charpentier. François, c'est lui qui avait acheté la maternité devenue une ruine sans même savoir ce qui s'y était passé, qu'il avait restauré et qui après, en ayant appris donc justement toute cette histoire, avait été un des moteurs de la première association qui s'était formée pour faire connaître cette histoire. François était maître verrier. Et donc après l'exposition à la Croix-Rouge internationale, il nous annonce que, puisque nous sommes à Genève, il va aller à Beau-Rivage, l'hôtel Beau-Rivage, pour inspecter les vitraux, voir s'il ne manque pas un bout de plomb, s'il n'y a pas un verre qui s'est fondu, etc. Et il demande, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Moi, évidemment. C'est donc Beau-Rivage, là où a été assassiné Sissi. C'est un hôtel, un grand hôtel mythique. Et donc je l'ai accompagné, on était 4 ou 5. Et lorsqu'il est arrivé, donc pour faire sa tournée d'inspection, Jacques Mayer, qui est le propriétaire et qui dirige l'hôtel Beau-Rivage, nous a très gentiment proposé de nous le faire visiter. Et donc on a visité ce bâtiment extraordinaire, art nouveau, resté donc toujours restauré dans ce style-là, magnifique. Et il nous racontait qui avait séjourné à tel endroit, etc. Sarah Bernard, Jacques Brel, Sissi bien sûr, etc. Moi j'étais fascinée et lorsqu'on a terminé la visite, je lui ai posé une question, mais sans aucune arrière-pensée. Est-ce qu'il existe un livre qui raconte tout ça? En fait, tout simplement, je voulais l'acheter pour repartir avec et découvrir à la maison tous les détails de cette histoire. Et là, il me dit, bah non, il n'y en a aucun. Ah, mais que font mes confrères suisses? C'est dommage que je sois si loin parce que sinon, moi, je l'aurais fait. Hein. Et je lui ai offert donc mon livre, Les enfants d'Elisabeth, pour le remercier de cette visite. Et on est reparti. Presque 7 ans plus tard, je reçois un coup de téléphone. Allô, c'est Jacques Mayer, vous vous souvenez de moi? Ah, évidemment, vous vous souvenez, vous pensez. Et il me dit, voilà, j'ai acheté tous vos livres. Je les ai lus. J'adore la façon dont vous écrivez, dont vous mettez la grande histoire dans vos histoires à vous et la façon dont vous nous faites aimer vos personnages. Si ça vous dit toujours d'écrire l'histoire de l'hôtel Beau-Rivage, venez donc me voir quand vous passez du côté de Genève, on en reparle. Ce que j'ai fait, vous pensez bien. Il m'a dit, comment vous voyez ça? J'y avais réfléchi bien sûr, et je lui ai dit, voilà, moi il y a une série que j'adore qui s'appelle Downton Abbey. Et je vous vois ça dans la même construction, c'est-à-dire la vitrine avec les hôtes de marque, hein, les têtes couronnées, les stars de cinéma, etc. Et puis les employés, ceux qui sont là à leur service, femmes de chambre, maîtres d'hôtel, etc. Et entre les deux, la famille Mayer qui a créé, il y a 4 générations, donc cet hôtel, et qui est à la fois, fait partie socialement des gens très à l'aise, mais en même temps fait partie de ceux qui sont au service des clients. Il m'a dit, ça me plaît, je vais faire en sorte que vous puissiez le faire. Il m'a ouvert ses archives, il m'a accueilli à plusieurs reprises, très gentiment, dans ce palace, parce qu'il fallait, m'a-t-il dit, que je sois dans l'ambiance. Et j'ai pu écrire donc Les Anges de Beau-Rivage, qui raconte 3/4 de siècle de l'histoire de ce mythique palace donc de Genève sur les bords du lac Léman, que je vous invite à découvrir par mon héroïne, Lynn, qui arrive juste et qui va se trouver mal juste devant l'hôtel. Une mouette raya le bleu du ciel de ce début septembre avec le grincement exaspérant de la craie sur le tableau de l'école. Une brise légère soufflait du lac en petites bouffées tièdes qui ne parvenaient pas à la rafraîchir. Son front, ses tempes, ses joues brûlaient. Sa main laissa échapper le vieux châle dans lequel étaient nouées ses quelques pauvres affaires. La tête lui tournait. Elle s'efforça de fixer son regard sur l'élégante façade claire de l'autre côté de la rue, les colonnes et les griffons de part et d'autre de la porte d'entrée de l'hôtel qui faisait face à la ville, les balcons en fer forgé, les rideaux disposés à l'identique.
Une ombrelle mauve avec un entre-deux de dentelle passa en tanguant dans son champ de vision. On était jeudi, mais en ce jour de fête, le quai, nouvellement aménagé, bruissait de robes de soie et des conversations polissées des promeneurs en bottines de fins chevreaux. Elle n'était pas à sa place, elle le savait, mais elle aimait cet endroit si beau et paisible à la fois. Les vitres des larges fenêtres étincelaient en lui en faire mal aux yeux. Ses jambes flageolaient. Elle se sentait si faible soudain. Pas question de s'effondrer. Pas maintenant. Pas ici. Sa vue se brouillait. Une silhouette sombre apparut au balcon de l'angle en pan coupé du premier étage. Elle s'obligea à fixer la tache claire qui lui servait de visage. Ses genoux se dérobèrent sous elle avant qu'elle ne sache avec certitude s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. « Hé, petite, reviens parmi nous !» Une main experte lui tapotait sa joue. Un gravier pointu blessait son omoplate à travers l'étoffe élimée de sa chemise. Sur l'écran de ses paupières closes, une ombre s'interposa devant le soleil. Les voix au-dessus de sa tête, inquiètes, tendues, se disputaient, des voix de femmes. « Mais laisse-la respirer, Jo, et vente-la plutôt avec ton tablier !» Un battement léger, comme un oiseau qui s'ébroue, un fanion qui claque au vent, et un souffle frais caressa son front. Sa hanche lui faisait mal. Elle laissa échapper un gémissement. « Ça marche, Bertie, elle reprend des couleurs. » Le battement s'accéléra, soulevant un nuage de poussière qui piquait ses narines. Elle éternua. Des mains agrippèrent ses épaules, la secourèrent. Miséricorde, comme elle est maigre. Un vrai sac d'os. Lynn battit des paupières. Des taches colorées dansaient devant ses yeux. Elle ne parvenait pas à fixer son regard. Tout était flou, cotonneux. Une troisième voix, plus timide, souffla quelque part sur sa droite. « C'est la faim qui l'a fait s'évanouir, vous croyez ?» On la sentait hésiter entre la compassion et la méfiance. « Oh, ne reste pas dans nos pattes, Elisa !» La mâchoire crispée, Lynn tenta de retenir les dernières forces qui s'obstinaient à la fuir, de les rassembler comme on reprend les rênes d'un animal rétif, et dans un dernier sursaut de volonté, elle réussit à se redresser sur un coude puis à s'asseoir. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » balbutia-t-elle, j'ai dû trébucher, me cogner la tête. Les mots avaient du mal à sortir de sa bouche, mais elle parvint à les rendre intelligibles. Les promeneurs du quai du Mont-Blanc n'avaient que faire d'une pauvresse affamée. Elle n'était pas le genre de compagnie que souhaitaient les bourgeois de Genève et les riches étrangers en villégiature sur les bords du lac. Elle faisait tache. On la chasserait comme un chien galeux. Oh, je suis vraiment trop sotte. Elle ne se sentait pas encore capable de se mettre debout sans perdre l'équilibre. Toujours sur son séant, elle releva la tête avec un sourire contrit. 3 paires d'yeux la dévisageaient. « Je crois plutôt que tu as eu un malaise à cause de la... » commença la première avec vivacité. « À cause du soleil !» l'interrompit la deuxième. « Avec cette chaleur, moi-même, je ne me sens pas très à l'aise. » La troisième, un peu en retrait, se taisait, laissant ses aînés parler. Une petite blonde au teint de porcelaine dont les joues gardaient encore un peu des rondeurs de l'enfance. Ce devait être Lisa. La brune impétueuse, qui avait bien du mal à discipliner ses cheveux frisés, malgré une armée d'épingles, ne pouvait être que Jo. Et la rousse à la mâchoire carrée, calme et résolue, Bertie. Lynn n'était pas encore familiarisée avec les accents des cantons suisses, mais ses intonations traînantes semblaient bernoises. Toutes les trois portaient la même robe en drap bleu, éclairée d'un petit col blanc immaculé, impeccable. « Merci, mesdames, je crois que je vais y aller à présent. » Saisissant la main secourable que lui tendait la solide Bertie, Lynn se remit sur pied, mais elle chancela et la rouquine la rattrapa au vol. « Nous ne sommes pas des dames, juste des femmes de chambre, alors laisse tomber les politesses et assieds-toi sur ce bout de banc si tu ne veux pas te retrouver à nouveau les 4 fers en l'air. » Sa voix restait tranquille, égale, mais le ton n'admettait pas de réplique. Lynn hésita un instant, confuse de poser ses hardes misérables sur un siège où d'ordinaire les élégantes s'éventaient gracieusement en suivant du regard la double voile latine qui donnait des ailes de papillon aux barques cinglant sur la rade, mais obéit. Attirer l'attention était la dernière chose qu'elle souhaitait, et voilà qu'elle se donnait en spectacle que depuis tout à l'heure. La pétulante Jo fouilla frénétiquement dans sa poche, en sortit un mouchoir fripé roulé en boule, d'où elle extirpa un bout de gâteau effrité. « Il faut que tu manges, tiens !» L'estomac vide de Lynn se tordit violemment, et un flot de salive envahit sa bouche. « Je ne voudrais pas vous priver, » réussit-elle à articuler. La brunette pouffa et lui fourra la pâtisserie dans la main. « Aucun risque, j'aime pas la tarte aux pruneaux. Alors aujourd'hui, c'est diète. »
Elle a sorti son propos d'une grimace députée des plus comiques qui libère Aline de ses derniers scrupules. Elle engloutit le morceau de gâteau en 3 bouchées. « Mais t'avis que ton appétit n'est pas dû à la seule journée de jeûne, hein, commenta la placide Bertie. La petite blonde émit une protestation étouffée où il était question de respect, de pénitence et d'action de grâce. La rousse y coupa court d'un geste. « Oh, s'il te plaît, Lisa, laisse ces cibagrées à Rousse la raide qui se veut plus calviniste que Calvin lui-même. D'ailleurs, n'avons-nous pas le devoir de nous montrer charitables en ce jour de fête ?»« J'ai fini mon morceau de tarte, répondit la blondinette en riant boudeuse de s'être ainsi fait moucher. Je n'ai rien à donner. Line s'efforça de cacher sa déception. Son estomac, réveillé par le bout de gâteau, la torturait. Depuis 3 jours, elle n'avait avalé qu'une pomme tombée d'un étal des 4 saisons au marché de la fusterie. Elle avait résisté à la tentation de la dévorer d'un coup et s'était obligée à la faire durer, quartier par quartier. Ben, ce n'était qu'une pomme. Hein. Line avait eu beau passer et repasser devant l'étal, aucun autre fruit n'avait roulé par terre, et elle n'avait pas pu se résoudre à en voler un. Non pas par excès d'honnêteté, ventre affamé ne connaît pas de loi, mais par peur d'être prise, identifiée par la police. Le quai tanguait sous ses pieds comme si les pierres se mettaient à l'unisson des vagues du lac. Elle s'agrippa au bord du banc pour ne pas basculer. Si j'avais su, j'en aurais pris 2 parts, se désolait la généreuse Jo. La bernoise, de loin la plus pragmatique du trio, la rassura. De toute façon, hein, c'est pas la tarte au pruneau qui la nourrira. Il lui faut quelque chose de plus consistant. Les clients de l'hôtel ne font pas le jeune genevois et il doit y avoir des restes à la cuisine. Allez, on l'emmène. Jo ne se le fit pas dire 2 fois et passa son bras sous celui de Line, au bord de l'évanouissement, pour l'aider à se relever sans se soucier des protestations de la timide Lisa, que cette décision semblait effrayer au plus haut point. « Mais vous n'y pensez pas !» gémit-elle en jetant un regard furtif par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que personne ne les avait entendus. « C'est strictement interdit. Si Madame Frida nous voit, elle nous renvoie sur l'heure. »« Eh bien, nous n'avons qu'à faire en sorte de ne pas être vus, » rétorqua la rousse Bertie avec sa logique imparable. À 7 heures, elle doit profiter de ce que les clients sont sortis se promener, ou sur la terrasse en train de prendre le soleil, pour inspecter les chambres qui ont été faites ce matin. Nous n'avons qu'à aller droit à la cuisine. Et d'autorité, elle rafla le baluchon abandonné à terre et se plaça de l'autre côté de Line, à qui personne ne songeait à demander son avis. Ainsi étroitement encadrée, celle-ci n'eut d'autre choix que d'avancer, moitié poussée, moitié tirée, par ses 2 gardes du corps. Lisa suivait à quelques pas, les bras ballants, traînant des pieds et tête basse, ainsi qu'une condamnée. La cuisine était immense. Line manquait de référence à la matière, elle n'avait connu que la marmite suspendue dans l'âtre, ou au mieux chez les voisins le poêle en fonte dans un coin de la pièce commune, mais elle était sûre qu'il y en avait peu d'aussi vastes, hormis dans les lointains palais où vivaient les princes de ce monde. Enfin, c'est l'image qui lui était venue à l'esprit, tandis qu'entre ces 2 anges gardiens, elle longeait le mur de soutènement de la terrasse jardin, avec vue sur le lac, qui précédait la façade latérale de l'hôtel Beau Rivage. Jo, volubile, lui expliquait qu'elle et ses camarades y étaient employés comme femmes de chambre, et Line, dont l'esprit était embrouillé par la faim et l'effort qu'elle faisait pour ne pas s'écrouler, se demandait vaguement pourquoi, dans ce cas, elle paraissait s'en éloigner, à l'opposé de la belle entrée encadrée de colonnes, devant laquelle un portier en habit galonné, gilet rayé, montait la garde. Une calèche tirée par un magnifique cheval blanc les dépassa au trot, sans que les passagers, trop occupés à se faire admirer, leur prêtent la moindre attention. Bertie lisait-elle dans ses pensées? Tout en resserrant son bras autour de la taille de Line pour lui éviter de trébucher, elle expliqua « L'entrée de service est derrière. Nous n'avons pas le droit d'emprunter celle des clients. » Elles tournèrent au grand marronnier qui se dressait à l'angle de l'immeuble et s'engagèrent à main gauche dans une ruelle coincée entre l'arrière de l'hôtel et un vaste terrain où des dizaines de grands draps blancs séchaient au soleil près d'un hangar. 4 jeunes gens, en manches de chemise et pantalons du même bleu que les robes de ses bienfaitrices, fumaient une cigarette nonchalamment adossée à la barrière. À entendre la pétulante Jo parler soudain plus fort, l'un d'eux devait être à son goût, mais aucun des fumeurs ne daigna seulement tourner la tête. Line vient d'entrer dans un autre monde. Elle ne le sait pas encore, il va devenir le sien et Beau Rivage, sa maison. Je vous en dirai plus demain.